collaborative travaille actuellement avec le RESC, le Réseau pour l'éducation des sciences sociales du Canada. Sur mon écran, j'ai Rachel Kalisha qui est à ma gauche, qui est la présidente, et moi, je suis un des membres du conseil d'administration du RESC, et moi, je vous parle de Toronto. Je ne sais pas si les gens voudraient juste peut-être dire d'où est-ce qu'ils nous communiquent ce soir. On est très peu, fait que tu as un petit tour de table. Ensuite, je cède la parole. Je pense c'est à Sandra et à Marie-Hélène. Je peux commencer. Nous, on est à Hamilton, donc sur les territoires traditionnels des Mississauga et Haudenosaunee. C'est toujours une bonne idée d'y penser, mais en fait, nos projets sont vraiment des projets qui sont pan-canadiens, donc on s'étend un peu partout. Marie-Hélène? Oui, Marie-Hélène, bonjour. Je suis à Hamilton avec Sandra à l'Université McMaster. Puis je travaille avec la collaborative également, dont Sandra va vous parler dans quelques minutes. Et Bouzid, tu nous arrives de où en ce moment? Bonjour, moi je suis à Truro, si vous connaissez la petite ville à la Nouvelle-Écosse. C'est proche des frontières de Nouveau-Brunswick, côté du nord. Je suis présentement dans mon stage avec l'Université Sainte-Anne pour devenir enseignant secondaire et mon enseignante formatrice m'a donné le lien et voici, je suis ici. Elle était avec l'autre groupe hier, avec le groupe en anglais et moi je suis plus francophone, donc je maîtrise plus le français, donc je suis ici. Excellent. Parfait. Rachel, Merci. un petit mot? Un petit mot de bienvenue. Moi, je suis aussi en Ontario, à Lanark, ce qui est tout près d'Ottawa. Et bienvenue, Bouzid, bienvenue à tout le monde. J'ai hâte de commencer. On vous écoute, allez-y. Alors, en fait, c'est plutôt moi qui vais parler aujourd'hui, mais Marie-Hélène est là parce qu'on va vous présenter notre plateforme et puis, Bouzid, si tu as envie d'essayer, c'est possible de le faire. Puis, on est là aussi pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, Marie-Hélène, elle va s'assurer de garder un œil sur le chat pour qu'on puisse résoudre des questions. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran parce qu'on a quand même préparé une petite présentation pour vous dire d'où on vient, puis en fait, comment fonctionne la plateforme, c'est quoi les motivations, parce que c'est en fait quelque chose qui est assez unique. On a tous eu l'expérience d'avoir des invités dans nos classes ou d'être invités pour aller faire une présentation dans une classe. Ça, c'est le modèle traditionnel. La collaborative, c'est vraiment différent. Donc, c'est intéressant de penser un peu à où ça vient. Parce que même quand on pense aux questions qui ont à voir avec les collaborations entre les universités et les écoles secondaires, puis même les écoles primaires, le plus gros problème, c'est souvent d'être capable de trouver un contact. Donc, moi, je suis absolument certaine que tous les enseignants dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires, auraient envie de faire venir quelqu'un dans leur classe pour parler à leurs étudiants, pour leur faire partager leurs connaissances. Mais c'est souvent très difficile de trouver quelqu'un si on ne connaît pas déjà quelqu'un. Puis le modèle standard, qui est un modèle de viens faire une présentation sur un sujet, c'est un modèle qui est intéressant, mais ce n'est pas le seul modèle. Donc, c'est un peu les pensées qu'on avait quand on a commencé. Puis au départ, notre problématique, parce que moi, je suis une philosophe de formation, je suis une historienne de la logique. Pendant 20 ans, j'ai écrit des livres de logique, des articles sur l'histoire de la logique, sur l'histoire de... Donc, mais à un moment donné, je me suis mis à faire des trucs, puis le résultat, c'est la collaborative. Donc, d'où est-ce que ça vient? Bon, la philosophie, c'est une discipline des sciences humaines. Puis, dans les universités, toutes les disciplines, en fait, on s'attend d'elles qu'elles fassent trois choses. De la recherche, on s'entend, de l'enseignement, on enseigne aux étudiants, mais il y a aussi une troisième mission des universités qui est vraiment ancrée dans les questions d'impact. Donc, quand moi, je me demande, c'est quoi l'impact de ma discipline
dans le vrai monde, dans la communauté, dans la société, sur les politiques, etc., souvent, c'est difficile à expliquer. Donc, c'est un grand problème, surtout pour les disciplines comme la mienne, la philosophie, où on a l'habitude de travailler de manière individuelle, etc. Quand on se pose la question, puis surtout moi, comme historienne de la logique, mais c'est quoi mon impact? Pourquoi est-ce que c'est impossible pour moi d'avoir un impact? Pourquoi ce ne serait pas valorisé que ma connaissance? Donc, c'est un peu de là que ça vient parce qu'à un moment donné, je suis devenue présidente de l'Association canadienne de philo, puis j'ai travaillé avec la Fédération des sciences humaines. Puis c'était là où j'ai vraiment commencé à penser à ces questions-là, puis à me poser des questions comme, par exemple, c'est quoi au juste la contribution des disciplines comme la philosophie, donc les disciplines des sciences humaines, des sciences sociales, puis même des arts, c'est quoi leur contribution à l'innovation ou à l'impact dans la communauté? D'autres questions qui remettent qui remettent en cause certaines des suppositions qu'on fait sur le rôle de l'académie. Par exemple, que notre rôle, c'est de faire de la recherche. Justement, la question, est-ce qu'on ne doit faire une contribution à l'impact que par la recherche? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de mobiliser les compétences qu'on a, le savoir qu'on a, l'expérience qu'on a? Mais de manière plus importante encore, c'est quoi les besoins de nos communautés? Parce que c'est bien beau parler d'impact, mais si on veut pas avoir on va avoir un impact qui est intentionnel, c'est-à-dire un impact qui va créer du bien, mais pour pouvoir créer du bien, il faut savoir c'est quoi les besoins, les intérêts de nos communautés. Donc, on s'est posé ces questions-là, puis en particulier, on s'est posé la question de savoir c'est quoi les besoins des éducateurs dans nos communautés? Parce que c'est clair qu'il y a un grand potentiel de collaboration. Je veux dire, les enseignants dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires, préparent les étudiants qui vont venir dans l'université, mais on ne voit pas souvent la synergie entre les deux secteurs. Donc, quand on pense à l'impact, l'idée de pouvoir créer plus de synergie, justement, pour aller amplifier le travail qui se fait dans les écoles secondaires, qui est un travail d'expert lui aussi, ça a été une des questions qu'on s'est posées. Puis, plus précisément, est-ce qu'il y a de nouveaux modèles de mobilisation des connaissances, des nouveaux modèles d'impact qui nous permettraient de réinventer la manière dont on répond à ces besoins? C'est sûr qu'il y a des connexions ou des collaboration qui existe déjà entre les universités puis les écoles secondaires autour de la formation des enseignants. Puis souvent, quand on pense à des collaborations entre l'université puis les écoles secondaires, les écoles primaires, on pense de la formation professionnelle, on va faire de la recherche sur les étudiants. Puis nous, en fait, ce qui nous intéressait, c'était d'aller vraiment subvenir à d'autres besoins que ceux-là, en mobilisant l'expertise des chercheurs qui sont basés dans des universités en sciences humaines, en sciences sociales, en arts. Donc, la collaborative enquête, ça, c'est la plateforme qui est le résultat de notre démarche. On a créé une plateforme de collaboration pour aider les enseignants de niveau primaire et de niveau secondaire à supporter l'apprentissage par projet spécifiquement. Donc, l'apprentissage qui se fait par des démarches d'enquête. On s'est centré là-dessus parce qu'on a consulté nos collègues qui sont des enseignants et qui ont l'expertise. On leur a demandé, mais qu'est-ce qu'il faudrait supporter, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Puis, on a établi un consensus qui était que vraiment, supporter l'apprentissage par projet, ça pourrait être une utilité. Puis, on a en fait développer un modèle qui permet d'aller répondre directement aux besoins individuels de chaque enseignant. Comment? L'idée, c'est de mettre à la disposition d'un enseignant un chercheur, quelqu'un qui a une expertise disciplinaire en philosophie, sociologie, anthropologie, mais pas comme quelqu'un qui vient faire une présentation, mais plutôt comme un genre de livre vivant. Donc, quelqu'un qui peut être mis à la disposition de l'enseignant, par exemple, pour répondre aux questions des étudiants ou pour leur faire un retour avec eux,
ou même seulement pour consulter avec l'enseignant sur des questions. Ça arrive à tout le monde de devoir donner un nouveau cours, puis souvent, c'est assez bénéfique de discuter de quelqu'un qui connaît aussi le sujet, par exemple pour partager des références ou des trucs comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il faut mettre l'expertise disciplinaire large des sciences humaines, des sciences sociales à la disposition des enseignants qui pourraient en avoir besoin pour créer une expérience qui est évidemment une expérience très enrichissante pour les étudiants. La clé de notre plateforme, c'est pas c'est pas d'être compliqué puis d'aller essayer de mobiliser un gros contenu. L'idée, c'est de créer des connexions. Donc, la plateforme, ça à quoi ça sert, c'est vraiment comme un genre de site de rencontre où un enseignant fait une demande, dit, ben, moi, j'enseigne un cours là-dessus, on fait un projet d'apprentissage par projet dont le thème, c'est ça. J'aurais besoin d'un expert qui puisse venir répondre aux questions de mes étudiants au début. Donc, on fait une requête, ça prend 5 minutes. C'est pas supposé de prendre plus que 5-10 minutes pour s'enregistrer puis faire une requête. Puis, dès le moment où on commence une requête, il y a déjà un porteur de connexion, une courtrice de connexion qui va faire, qui va intervenir puis qui va essayer premièrement, de s'assurer qu'elle a bien compris les besoins de l'enseignant. Donc, il y a un petit Messenger qui est intégré à la plateforme qui permet de communiquer. Puis ensuite, va immédiatement aller lui trouver un expert dans son domaine. Pas nécessairement quelqu'un de sa communauté, mais c'est toujours idéal de le faire parce que l'idée, c'est de créer de la synergie de manière locale pour qu'il y ait plus de collaboration qui puisse être créée sur le long terme. C'est une visite qui peut se faire soit en personne, soit par Zoom, donc on est assez flexible. Mais vraiment, l'idée, c'est de créer la connexion elle-même parce que c'est la chose la plus difficile à créer. Donc, je vous raconte une petite histoire pour vous donner un peu l'idée. Donc, on a Jennifer. Jennifer, c'est une enseignante. Elle enseigne l'économie, puis elle est vraiment passionnée. Ses étudiants l'adorent. Évidemment, Jennifer utilise les approches d'apprentissage par projet. Et puis, elle est hyper bonne pour pouvoir faciliter tout l'apprentissage parce que c'est une experte de la didactique, c'est une enseignante. Donc, le problème, c'est que ces étudiants, quand ils commencent à se poser des questions, ils en ont des très bonnes. Pourquoi? Parce que l'apprentissage par projet, c'est ce que ça permet aux étudiants de faire. Ça permet aux étudiants vraiment d'approfondir leurs connaissances sur un sujet. Puis, ils arrivent avec des questions auxquelles Jennifer, elle ne peut pas toujours répondre parce que même si c'est une experte dans son domaine comme enseignante, ce n'est pas quelqu'un qui a une réponse à toutes les questions en économie. Donc, ce qu'elle aimerait pouvoir faire, Jennifer, c'est évidemment répondre à toutes ces questions. L'idée d'avoir un spécialiste qui peut venir en classe pour ouvrir ses heures de bureau pour répondre aux questions, c'est vraiment l'idéal. Elle ne veut pas une conférencière, elle veut vraiment un expert ou une experte qui est mis à la disposition de ses étudiants pour répondre à leurs questions, mais évidemment, elle ne connaît pas nécessairement une personne dans son université, puis on a souvent été confronté à l'expérience d'essayer de trouver quelqu'un qui puisse venir. Bon, ça ne fonctionne pas toujours. D'un autre côté, on a Zara. Puis Zara, comme moi, elle est professeure de philosophie. C'est une chercheuse, donc elle a des travaux qui portent, par exemple, sur les problèmes sociaux et économiques. Donc, c'est vraiment une personne dont l'expertise serait hyper pertinente pour Jennifer, mais bon, elles ne se connaissent pas. Et c'est ça le problème. Donc, le rôle de la collaborative, c'est de créer une opportunité pour Jennifer et Zara de faire connaissance pour créer une collaboration autour des besoins des étudiants dans l'apprentissage par projet. Donc, c'est un peu la formule. On met en contact les enseignants qui ont des besoins autour de l'apprentissage par projet.
avec des experts, mais l'expert, lui, intervient directement avec les étudiants. La clé, c'est évidemment le courtage de connexion. Donc, on a notre courteur de connexion ici qui, dans notre base de données, a la requête de Jennifer, a le profil de Zara et est capable de les mettre en contact de manière assez rapide. Ce sont les courteurs de connexion qui font le jumelage, puis ils ont été, en fait, formés pour pouvoir reconnaître l'expertise qui va être la plus pertinente pour une requête ou une autre. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre, Rachel et Yves? Qu'est-ce que vous pensez que je pourrais ajouter à cette présentation? Parce que sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter tout le monde à aller visiter le site, puis peut-être à s'inscrire. Le site a été façonné pour s'assurer que ça prend le moins de temps possible s'inscrire, puis que la démarche de faire une requête, c'est aussi une démarche qui est assez rapide. Donc, si vous vous rendez sur le site de la collaborative.org, vous allez en fait être dirigé vers la version francophone de la plateforme. Puis, ce à quoi ça ressemble, c'est premièrement à ça. Donc, vous avez une page de présentation. Vous pouvez aussi, évidemment, le faire sur votre téléphone. Ça fonctionne aussi. Sur la plage de présentation, quand vous descendez, vous allez voir qu'il y a 3 différentes options pour s'inscrire. Pour les enseignants, pour les étudiants, puis on pense aux étudiants, aux doctorants, puis surtout aux doctorants, parce qu'ils ont un rôle aussi à jouer dans la plateforme. On les forme pour qu'ils puissent devenir des consultants en apprentissage par enquête. Il y a aussi évidemment une 3e option qui est celle pour les chercheurs, ceux qui travaillent dans des universités puis qui veulent partager leurs connaissances. Donc, vous inscrivez comme enseignant. Vous créez un profil. C'est important de créer un profil d'enseignant pour les enseignants parce que tous les profils sont un peu différents. Et puis, on va vous demander de donner votre courriel puis de créer un mot de passe. Puis, aussitôt que vous avez fait ça, vous avez créé un compte. Il faut confirmer en retournant sur le lien qui vous est envoyé par un courriel. Et immédiatement, vous allez avoir accès à la plateforme et vous pouvez commencer à collaborer. Donc, si vous avez déjà une collaboration, vous pouvez aller dans votre profil collaboration. Là, il y a plusieurs manières de cliquer. Puis ça, à quoi ça ressemble, c'est ça ici. La mienne est pleine parce qu'on a fait plein de tests, puis on a fait aussi plein de collaborations, puis je peux toutes les voir. Donc, c'est toujours hyper intéressant de voir les personnes qui s'ajoutent. Mais pour commencer, il s'agit simplement de cliquer sur le plus, puis on va vous amener à une page où on va vous demander qu'est-ce qui vous conviendrait. Il y a deux catégories d'activités. Il y a la première activité qui vraiment est autour de l'apprentissage par projet, des processus d'enquête. Ce qu'on a fait en travaillant avec nos super collègues de 5, dont Rachel Kolisha, on a en fait un peu analysé les différentes étapes du processus d'enquête pour qu'on puisse se concentrer sur une des étapes. C'est est-ce que les étudiants en sont à formuler leurs questions ou est-ce qu'ils en sont déjà à présenter des ébauches de leur projet? Puis ce qu'on aimerait avoir, c'est la perspective d'un expert pour donner un apport ou quelque chose comme ça. Il y a aussi une option qui est simplement de consulter. Donc, si vous êtes un enseignant, si vous avez envie de profiter d'une discussion avec quelqu'un dans une université qui travaille dans la discipline que vous enseignez pour peut-être penser à une nouvelle manière de présenter un projet ou vous enseignez un nouveau cours, vous ne savez pas où commencer, il y a l'option consulter. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous connecte avec un expert. Vous vous rencontrez par Zoom, puis c'est aussi simple que ça finalement. Donc, il y a le processus, il y a les activités autour du processus d'apprentissage par projet, mais on a aussi une autre activité qui est une collaboration en fait avec la Conversation Canada. Et puis ça, c'est un peu comme un échange,
Ça, c'est un peu plus comme un genre de séminaire de discussion. À l'université, on organise des séminaires pour nos étudiants. On leur demande de lire un papier, puis ensuite, on en parle ensemble. Donc, l'idée de l'introduction au séminaire de recherche, c'est un peu de reproduire ça. Un enseignant fait une demande en spécifiant tout simplement le thème ou le sujet qu'il aimerait aborder. On envoie sa requête à un expert du sujet qui choisit un article dans la Conversation Canada. Donc, il y a une version francophone, il y a une version anglophone de la conversation, ce qui est absolument extraordinaire. Et ce qui est bien dans la conversation, c'est peut-être un magazine que vous connaissez déjà. C'est un magazine qui est écrit, dont tous les articles sont écrits en collaboration entre un journaliste, donc quelqu'un qui sait écrire pour le grand public, et un scientifique. Et le thème, c'est toujours un thème de recherche, si vous voulez. Donc, le chercheur choisit un texte, on renvoie le texte à l'enseignant s'assure que les étudiants le lisent, et puis ensuite, l'expert vient faire une visite dans la classe où on discute du texte comme il le ferait dans un séminaire à l'université. Donc, c'est une hyper belle opportunité pour les étudiants de découvrir un peu à quoi ça ressemble travailler avec un prof d'université. Et bien évidemment, l'idée, c'est de pouvoir aussi allumer la curiosité de tous les étudiants pour l'enseignement supérieur, pour l'éducation, pour une éducation universitaire. Ce n'est pas toujours évident pour les étudiants de savoir à quoi ça ressemble l'université. Donc, en ouvrant nos portes, puis en faisant des visites comme ça dans les salles de classe à l'école secondaire, ben, on rend l'université déjà un peu plus accessible. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Donc, comme ça, vous pouvez faire des choix. Et puis, ben, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez fait votre choix, on vous amène un questionnaire qui est assez simple. On vous demande des questions sur le thème de votre cours, votre nombre d'étudiants, vos objectifs d'apprentissage, parce que ça, c'est des informations qui vont être utiles pour celui qui va faire la visite, pour l'expert qui va faire sa visite. Oui, et on n'a vraiment pas besoin de plus que les informations de base. Ce qui peut être aussi très utile, c'est de transmettre les questions des étudiants eux-mêmes, parce que ça permet à l'expert immédiatement de savoir, ah oui, OK, si ce sont le genre de questions auxquelles je dois répondre, je sais de quoi je veux parler. Donc, ça leur permet d'ajuster un peu leur langage, puis aussi le scope de leur discussion. Alors, moi, je pense que j'ai tout dit, ce que j'avais à dire sur la plateforme. Peut-être que j'en ai oublié. Marie-Hélène, est-ce que j'ai oublié des choses? Ben, je mentionnerais peut-être que les experts, les doctorants qui sont inscrits sur la plateforme sont vraiment très enthousiastes. Ils ont hâte et ils aiment parler de ce qu'ils font. Ils ont hâte de partager ce qu'ils font. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est des gens qui sont très motivés et enthousiastes. Puis comme Sandra disait, qu'ils peuvent vous rencontrer à l'avance même un petit peu si jamais vous désirez pour ajuster le niveau, s'assurer qu'on utilise un niveau de langage que les étudiants vont comprendre dépendamment de en quelle année ils sont. Puis je ne sais pas si tu voulais donner quelques exemples peut-être des retours qu'on a eus ou des exemples de collaborations qui ont déjà été faites. Ah oui, c'est Ou si vrai, tu veux que parce j'en qu'on donne. on en a eu hier, il y avait Wendy et Jennifer qui nous ont raconté. L'expérience à laquelle moi j'ai participé, je peux vous en parler parce que c'était une expérience absolument extraordinaire. C'était au tout début du projet, avant la pandémie, au moment où on pouvait encore aller, aller faire des visites en personne. Et puis, on a fait une expérience parce que ce qui nous intéressait de savoir, c'était de comprendre quel est le genre d'expertise dont un enseignant va avoir besoin. Puis on a travaillé avec une des fondatrices de OHASTA et une enseignante hyper impliquée, Jan Asking. Et on a en fait un test. On a invité 3 experts différents pour un cours sur des problèmes de justice économique. On avait un philosophe, un éthicien, puis une sociologue.
Puis on se demandait, mais est-ce que les étudiants vont profiter également de l'expertise, de 3 expertises qui sont quand même assez différentes? Et puis, ben, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, en fait, les étudiants, ce qui les allume, c'est de pouvoir parler avec quelqu'un de l'université, que le contenu, nous, en tout cas à l'université, souvent, on est tellement concentré sur l'exactitude du contenu, puis il faut dire exactement la bonne chose. Mais en fait, dans ces contextes-là, le partage, puis la discussion, c'est ce qui est l'essentiel. Donc, finalement, il y a tellement de manières de faire profiter de son savoir. Je pense que c'est ça qui m'a allumé le plus. Donc, ça a été une des expériences qui, pour moi, en tout cas, a été la plus révélatrice. Mais je sais on a eu plusieurs autres collaborations entre-temps. Puis, il y en a de toutes les sortes. Il y en a qui sont avec des classes entières, avec des sous-groupes, avec des individus. On a des experts de toutes. En principe, on devrait avoir des experts de toutes les universités qui peuvent couvrir tous les sujets. Et puis, mais si vous nous suggérez un sujet qu'on n'a pas, ben, on va évidemment aller chercher un expert, on va en recruter un. Si vous aimeriez avoir quelqu'un dans votre communauté pour pouvoir commencer à construire une collaboration à long terme, on peut aller recruter quelqu'un dans une université qui est proche de chez vous. Donc, c'est assez flexible. Ouais, est-ce que tu as un autre exemple, Marie-Hélène? Je vais peut-être donner un exemple concret là, dont on a eu un retour hier. Par exemple, un professeur qui faisait un cours sur l'immigration, l'histoire canadienne puis l'immigration, puis donnait le cours déjà avec ce qui était dans le syllabus normal, mais les élèves avaient beaucoup de questions sur un peu le vécu des immigrants durant l'histoire canadienne. Donc, il y a un expert qui est venu parler de ça. Donc, il y a eu une première étape où l'expert est venu plus en classe répondre à des questions. Mais aussi, ensuite, il y a un expert qui est venu pour aider les étudiants à travailler sur des questions. Les étudiants avaient un projet de recherche qui était associé à ce cours-là. Puis, l'étudiant pouvait aider à rendre les questions plus précises, en fait, plus préciser les questions pour que les élèves aient un meilleur chemin de recherche. Je pouvais aussi leur parler de comment est-ce qu'on trouve des bonnes ressources, c'est quoi une source fiable en histoire. Donc, ça peut être de l'aide dans vraiment toutes sortes de niveaux, là, juste pour donner les exemples. Ça peut être pour quelqu'un qui répond à des questions, mais aussi quelqu'un qui aide les élèves à faire leur projet. Les experts académiques, c'est du monde qui sont bons en recherche. Donc, c'est des gens qui savent comment poser des questions. C'est des gens qui savent où trouver de l'information qui est crédible. Donc, ça peut même être ça. On a des gens en théâtre qui peuvent aider à comment est-ce qu'on donne une présentation. Les étudiants, des fois, c'est bien stressant de donner une présentation orale devant la classe. Je ne sais pas si ça se fait encore. Mais dans mon temps, c'était très stressant. Puis on a des gens en théâtre qui avaient prévu un cours pour donner des trucs pour présenter. Donc, ça peut être vraiment sur toutes sortes de choses. On a des gens qui ont aidé dans des projets personnels, donc certaines écoles plus alternatives où les élèves, je pense que c'est de 11e et 12e année en Ontario, avaient des projets personnels. Donc, avaient une rencontre individuelle avec un expert sur leur projet de recherche qui les aidait. Est-ce que tu as pensé à tel angle? OK, c'est quoi ta question? OK, je pense que tu pourrais préciser puis aller là-dedans. J'ai déjà regardé cet article-là, je peux te l'envoyer. Donc, vraiment toutes sortes d'avenues où les experts peuvent aider. En plus de se présenter en classe puis répondre à des questions, ce qui est aussi très intéressant. Puis l'autre retour qu'on a eu, comme Sandra disait, c'est que les élèves trouvent ça vraiment cool d'avoir quelqu'un de l'université qui vient leur parler, puis qui n'est pas un peu le typique personne cheveux gris avec ses livres qu'on voit dans les films, mais qui est quelqu'un qui ressemble à leur grand frère, grande sœur, qui vient leur parler d'un sujet qui les passionne. Ben, c'est la raison pour laquelle, en fait, on travaille beaucoup avec les étudiants diplômés, les étudiants, les doctorants, parce que ben, eux, ils sont pas encore entrés dans l'académie, ils sont en train de terminer leur formation. Ils se rappellent encore d'à quoi ça ressemblait, d'à quoi ça ressemblait aller à l'école. Puis le fait de revenir, pour eux, c'est hyper enrichissant, mais je pense que ça peut être inspirant pour les élèves aussi de voir que c'est ça, quand on est jeune,
C'est une possibilité de pouvoir aller à l'université puis de faire des études, même pour quelqu'un comme moi dont les parents ne sont jamais à l'université. C'est ce genre de contact-là, en fait, qui nous allume. Oui. Pour moi, pour les élèves, c'est très inspirant ou pour les enseignants aussi, bien sûr, de voir sont quoi les questions de recherche que les chercheurs se concernent en ce moment. C'est vraiment intéressant de voir ça, puisque en école, ben, ça fait plusieurs années que moi, j'ai fait mon bac et puis je ne connais pas toutes les questions de recherche, des questions d'idées, des questions qui se parlent à l'université dans tous les sujets que moi j'enseigne, puisque comme enseignant, j'enseigne beaucoup de choses, mais je suis vraiment pas experte dans toute l'histoire du monde, dans tous les pays. Alors, c'est vraiment inspirant de voir ce sont quoi les questions des doctorants ou des chercheurs qui circulent en ce moment. Moi, je peux déjà voir comment est-ce qu'au mois de septembre, je vais faire un rendez-vous avec Sandra. J'ai un cours de philosophie de 12e année que j'enseigne. Il y a un contenu qui porte sur les sophismes à l'intérieur d'un objectif d'apprentissage qui porte sur la logique. Puis je me dis, OK, avec tous les débats politiques qu'il va y avoir à l'automne, ce serait vraiment plaisant de voir mes élèves essayer de découvrir, tu sais, ça c'est, tu sais, le vrai bon écossais, je viens de l'entendre. Puis, tu sais, avoir un spécialiste qui est avec moi pour m'accompagner, ça serait merveilleux. Mais moi, je peux complètement voir comment ça va être utile et très agréable. Ben, je dois vous dire, juste avant que je finisse, je dois vous dire que moi, je dois quitter dans à peu près 5 minutes. J'ai une conférence ce soir, donc je dois me déplacer au centre-ville de Toronto. Fait que je voulais juste vous dire que quand vous allez voir, quand je vais débarquer, c'est pas parce que je veux pas rester, mais je vais devoir quitter. Sandra, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose. Non, mais j'allais dire que la beauté de la chose, c'est que, en fait, pour un expert, faire une présentation là-dessus, c'est pas vraiment une présentation, c'est vraiment, comme tu dis, c'est de l'accompagnement. C'est comme ouvrir ses heures de bureau. Donc, il n'y a pas de coût, il ne faut pas se gêner, il n'y a pas de coût. C'est en fait, c'est la chose la plus simple que quelqu'un peut faire. On lui demande, est-ce que tu as une heure à passer avec des étudiants pour répondre à leurs questions? Tout le monde est enclin à dire oui parce que c'est facile. Le problème, c'est de faire la connexion. Une fois que la connexion est faite ou que la requête est faite puis que c'est facile, puis comme ça, on peut bénéficier de l'expertise de tout le monde, puis de plein de gens. Donc, il y a moi, mais je suis certaine qu'il y a plein d'autres philosophes qui pourraient faire une belle contribution à ton cours. Donc, n'hésite pas à faire 2 demandes. Je veux pas les autres, Sandra, c'est toi que je veux. J'ai décidé ça, là. OK, c'est bon, je vais, je vais représenter la logique. Puis, je vais vous dire, moi, je vous remercie beaucoup pour la présentation. Je suis content que c'est enregistré. Je sais que la version d'hier, un de mes collègues ici à la FEO veut déjà voir la présentation en anglais, donc il est intéressé à ça. Il est nouveau dans son poste, il est responsable pour tout ce qui est programmation et curriculum. Donc, je vais lui partager ça. Puis, moi, je vais vous quitter, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir donné un petit peu de temps puis apprendre un peu plus au sujet de la collaborative ce Merci, soir. Yves. Merci beaucoup. Puis Rachel, on se parle bientôt. Vous dites, ça me fait plaisir de te rencontrer ce soir et bonne chance en carrière. Tu vas être un de mes collègues très bientôt. J'en suis convaincu, je suis très heureux pour toi. On a besoin des bons enseignants. Puis Marie-Hélène et Sandra, je vous souhaite Merci, bonne monsieur. Au soirée. revoir. Oui, Salut. on se reste en contact. Absolument, merci. Bye. Ciao. Est-ce que tu as des questions? Alors, on va J'en terminer ai des si tu n'en as questions pas. sûres, Oh, 100%, parfait. oui. Parce que c'est la première fois, honnêtement, que je vois ce programme, je ne le connais pas. Donc, la première question, si j'ai bien compris, on va ramener un expert qui est en train de faire son doctorat dans un domaine X, dans mon école, pour un sujet que moi, je ne maîtrise pas, quelque chose comme ça. En fait, Comment ça va fonctionner? ouais, Oui, oui, vas-y. c'est pas que des étudiants qui sont en train de faire leur doctorat. Il y a beaucoup de profs aussi. En fait, au départ, l'idée, c'était d'avoir que des profs qui sont déjà profs, mais les étudiants voulaient vraiment le faire aussi. Donc, les doctorants, on a créé un programme de formation pour pouvoir les accompagner. Puis, l'idée, nous, ce qu'on veut approcher la collaboration comme étant
la collaboration entre des gens qui sont des experts dans leur domaine. Donc, toi, tu es un expert dans ton domaine comme enseignant. Le chercheur est la différence, c'est que l'enseignant, son rôle, c'est vraiment de couvrir de larges domaines, puis de le faire avec plein d'étudiants, tandis qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui a le temps de penser aux questions, de rafraîchir ses connaissances, etc. Donc, la collaboration, c'est de dire à quelqu'un qui, disons que ça fait 10 ans que tu enseignes, ça fait 10 ans vraiment que tu n'es pas allé à l'université, mais la personne qui fait de la recherche, ça fait 10 ans qu'elle continue à penser juste à ces questions-là. Là, tu l'amènes dans ta classe, puis tu partages cette connaissance-là. Donc, on essaie vraiment de voir ça. Puis la manière que ça fonctionne, tu vas sur la plateforme, tu crées une collaboration. Donc, comme je l'ai expliqué, tu sélectionnes, tu peux aussi sélectionner l'option, je ne sais pas trop, connectez-moi avec un courtier ou une courtière. Puis comme ça nous permet de faire une entrevue avec toi, de te rencontrer, puis de dire à quoi tu pensais, puis on trouve une solution. Donc, c'est vraiment axé sur la personne, puis sur la collaboration, sur l'échange de vive voix là, pour déterminer les besoins. La demande, c'est vraiment juste des questions de base. Puis ensuite, Donc, il y a des questions qui ont à voir avec c'est quoi le thème? Est-ce que il y a des objectifs d'apprentissage? Est-ce qu'il y a des compétences que vous aimeriez développer, par exemple? C'est vraiment des questions de base, là. C'est des cocher oui, cocher non. Puis il y a aussi une portion du formulaire qui a à voir avec, ça serait quand la période idéale? Puis là, il y a plusieurs options. Par exemple, dans 2 semaines, moi, j'enseigne les mardis, les jeudis. Puis, c'est le courtier ou la courtière de connaissances qui va qui va s'assurer de trouver le bon moment. Puis, un moment auquel l'expert est aussi disponible. donc, si j'ai bien compris, est-ce que ceci sera possible dans les écoles, dans des milieux ruraux, donc c'est pas accessible dans la ville? Est-ce que l'expert va déplacer? Est-ce qu'il sera payé pour ça? Je fais ça de bon cœur. Comment ça fonctionne? Parce que si je Ça pense se fait à par True, Zoom. c'est loin de... Par, Ouais, par par- Zoom, oui, je comprends, mais c'est pas comme la présence d'un expert ben, dans la salle de classe, honnêtement. c'est quelque Et chose qu'on peut par négocier. Zoom, avec l'expérience personnelle, par Zoom, on va perdre 50% des élèves. Ils seront sur leur téléphone, whatever. Donc, c'est pas facile, honnêtement. L'idéal, évidemment, c'est que ce soit en personne, mais pour être maximalement accessible, Zoom, c'est quand même une option qui est intéressante. Pendant la pandémie, on a tous appris à s'en servir, toutes les classes sont équipées, etc. Puis avoir la visite d'un expert, c'est souvent quelque chose qui est un peu plus engageant peut-être, où les étudiants, je ne sais pas si je sais que dans mes cours aussi, les étudiants regardent leur téléphone, donc je ne sais pas si c'est nécessairement c'est nécessairement quelque chose qu'on peut éviter. Mais j'imagine, par exemple, Truro, l'université la plus proche, c'est Saint-François-Xavier. Non, il y a un Dalhouse ici, mais c'est pour juste l'agriculture. Il y a, bon, la seule université ici francophone, c'est Sainte-Anne, à Ouais, l'église, c'est à 5 heures de Truro. ouais, Sur sûr, il y a le campus à Halifax, mais ouais. c'est pas vraiment assez. Organiser une visite en personne, c'est sûr que c'est plus difficile, mais ce n'est pas exclu parce que on commence par une collaboration où il y a une visite par Zoom, mais ça peut s'ancrer dans une collaboration qui est plus profonde, surtout si vous trouvez des atomes crochus. Il y a moyen de construire puis de construire une collaboration. L'idée, c'est que c'est le point de départ. On a une collaboration comme ça, puis ça peut ouvrir des portes. Puis si ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Comme ça permet d'explorer. Puis si ce n'est pas à Sainte-Anne, ça peut être à Ottawa ou à Québec, à l'Université Laval. Puis c'est difficile de prédire comment ça peut évoluer, mais c'est certain que ce genre de collaboration-là peuvent évoluer. Et il y a plusieurs étudiants qui seraient intéressés à le faire. Il y a plusieurs, même des profs d'université qui seraient intéressés à le faire. Puis, je suis certaine qu'il y a plein d'enseignants qui seraient intéressés à le faire aussi.
Est-ce qu'il y a des niveaux comme sélectionnés pour un expert ou on peut avoir un expert, par exemple, pour des élèves à l'élémentaire ou, je sais pas, septième année, huitième année, ou c'est juste parce que vous parlez de travail par le projet. Normalement, un expert va rencontrer une classe, ça doit être un peu intéressé par la matière, par poser des questions comme Madame a dit. Donc, si un expert va venir pour parler avec des élèves de sixième année ou cinquième année primaire, j'imagine, sera intéressé. Donc, est-ce qu'il y a des limites pour les niveaux ou on peut Nous, on inviter? ne s'est pas mis de limite parce que la différence entre une visite dans une classe de cinquième année ou dans une classe de onzième année, c'est juste le genre de questions qu'on va avoir. Puis en fait, ça peut être aussi intéressant parce que quand on ouvre nos portes de bureau puis que les étudiants nous arrivent avec nos questions, de toute façon, tu sais, il y a plein de questions qui surgissent auxquelles on n'a jamais pensé. Puis ce qui est important pour l'expert, c'est de pouvoir s'ajuster assez rapidement. Puis c'est la raison pour laquelle on demande dans les formulaires de partager des questions des étudiants, écrites par les étudiants. Parce que dès que l'expert lit les questions, il se rend compte exactement du niveau. Puis, va être capable d'adapter sa présentation ou son langage au niveau exactement. Parce que bon, peut-être qu'il y en a qui ne seraient pas capables, là, mais ils ne sont pas sur notre plateforme. Je veux dire, on le fait tous. Si on parle à un enfant, on va parler à un enfant, si on parle à un ado, on va parler d'une autre manière. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident, mais ça se fait. Puis, la clé, c'est vraiment d'avoir des questions d'avance. Donc, puis nous, on est agnostique sur c'est quoi le meilleur niveau. C'est sûr que si on fait lire aux étudiants un article de la conversation, bien là, on s'attend plus à 11e, 12e année. Parce qu'avant ça, ça peut être un peu plus difficile, mais il y a plein d'autres choses à faire qui n'impliquent pas nécessairement ça. Ça sera ma dernière question. Je m'excuse. Est-ce que je dois enregistrer avec mon email professionnel parce que je suis maintenant avec l'université ou je peux utiliser mon email personnel? Comme enseignant, tu peux utiliser ton email personnel, mais OK. oui, oui. Parce que ça se peut que je vais changer ça sera avec un centre régional. Si je change de plan. Donc, je veux garder le même courriel. Je ne veux pas chaque fois Oui. changer de courriel. Oui, OK. c'est la meilleure manière de le faire. Il y a plus de flexibilité, nous, pour s'assurer que nos experts sont vraiment des experts qui ont un poste ou qui sont dans un programme dans une université. Les experts ne peuvent s'inscrire qu'avec une adresse institutionnelle dans une université reconnue. Donc, ça nous permet, c'est pas parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'experts à l'extérieur des universités, c'est parce que ça nous permet de savoir qu'ils ont un poste institutionnel, donc que leur voix va être celle de quelqu'un qui est reconnu comme un expert dans l'académie. C'est mieux parce que sinon, on ne sait pas qui pourrait se présenter comme expert. On va peut-être avoir des versions de la plateforme qui vont nous permettre d'inclure comme experts des praticiens dans la communauté ou des personnes autochtones, par exemple. Ça pourrait être hyper intéressant, mais on n'en est pas encore là. Parfait. Merci, Bouzy, pour toutes tes questions. Et je suis vraiment reconnaissante de Sandra et Marie-Hélène de votre temps ce soir pour nos membres. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant.